Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors Mayotte, effectivement, on en parle et on en parle beaucoup et à juste titre, à divers étages, dans les divers domaines. Alors Mayotte, département de Mayotte, une collectivité territoriale unique d'outre-mer. On va pas rappeler l'histoire, mais enfin il y avait donc une île située dans l'archipel des Comores. On va pas rappeler que 1848 l'île intègre la République française, protectorat sur le reste de l'archipel des Comores en 1886, 1974 sur l'ensemble de l'archipel des Comores, la France organise un référendum pour que les populations de l'archipel décident d'une éventuelle indépendance, mais les Mahorais ne votant qu'à 36,118% pour l'indépendance, l'État français décide finalement de considérer le résultat île par île. Second référendum en 76, Mayotte largement décide de demeurer française, au contraire des 3 îles qui formeront, elles, la République des Comores. 2009, Mayotte, je le rappelle parce que c'est important pour poser, Mayotte devient département et région d'outre-mer, DROM à assemblée délibérante unique, et voilà. Et on en est là avec tout ce qui se passe avec l'immigration venant des Comores, avec effectivement le statut de Mayotte, avec les oppositions un peu partout. Patrice Magnuron, bonjour. Bonjour, monsieur Berkov. Vous êtes président de l'initiative pour la défense de la souveraineté française. Et vous avez une position parce qu'aujourd'hui, en fait, personne n'en parle ouvertement. Mais nous avons reçu des auditeurs qui disent, bah, enfin, Mayotte, mais pourquoi on garde Mayotte? Regardez, tout le monde, tous les politiques y vont, de Marine Le Pen à Gérard Darmanin, la violence, on la connaît, la surpopulation, effectivement, parce que beaucoup de Comoriens viennent, et au nom du droit de sol, deviennent français en s'installant à Mayotte, qui est déjà, d'ailleurs, extrêmement en surpopulation. Donc certains disent, mais écoutez, Mayotte, pourquoi on garde ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous apporte? On dépense énormément d'argent là-dessus, et pourquoi faire? Et vous dites, attention, je rappelle, vous dites, attention, Mayotte, c'est quand même beaucoup plus important que Mayotte par rapport à l'espace et à la population. Expliquez-nous. Oui, complètement. Merci d'abord pour cette invitation. Au-delà bien sûr de la tristesse, de la désolation consécutive au passage du cyclone et puis de tous les malheurs humains que cela a entraîné, moi il y a une question qui vraiment me taraude, alors depuis un petit bout de temps déjà, mais surtout bien sûr avec depuis le passage du cyclone. C'est est-ce que tout compte fait, la France métropolitaine a bien pris la mesure de tous les enjeux de son espace maritime? On répète de temps en temps que la France dispose du premier, voire du deuxième, ou l'inverse plutôt, du deuxième, voire du premier espace maritime mondial, avec à peu près, je crois, 10 millions de kilomètres carrés. C'est une réalité. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? C'est souvent abordé. Alors qu'est-ce qu'on en fait justement? Vraiment, pratiquement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Je serais tenté de dire pas grand-chose. Regardez, quand on parle de la Guyane, on dit oh là là les Guyanais. Ça rejoint un peu le billet qui précède notre intervention là sur le chômage, mais c'est en gros oh là là ils foutent rien, c'est des feignants. Hein, je grossis le trait, mais enfin c'est quand même ce qui ressort. C'est ce qui ressort d'ailleurs d'une façon générale dans les îles. Donc en définitive, c'est une population qu'on laisse de côté et qu'on entretient. Voilà. Ouais. Alors donc pour le Kidam métropolitain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on s'embête avec ces gens-là? Ce sont des profiteurs. Alors, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais sur les aides sociales, Mayotte, je serais tenté de dire, touche moins, en tout cas par habitant, que le français métropolitain. Je crois que c'est évalué à peu près à 265 € par habitant. Le niveau de vie n'est pas le même, le pouvoir d'achat n'est pas le même. C'est vrai, mais quand on prend par contre la structure des revenus, cette remarque serait pertinente si par exemple on avait un montant d'aide sociale sur l'ensemble des revenus que touchent les Français métropolitains, mettons de 10% et à Mayotte de 20%, mais c'est pas le cas. En proportion de l'ensemble des revenus d'activité, c'est moins. Pareil pour les retraites. Donc en fait, et ça s'explique, il y a une explication à ça, mais si vous voulez, ils ne sont pas aussi profiteurs que ça. Quand même, faut recadrer un peu les choses. Non, simplement, la place de la France dans le monde, qui est une place importante, elle a tendance aujourd'hui à être grignotée par un ensemble d'États qui ne nous veulent pas que du bien. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Si on regarde l'Afrique, si on regarde ailleurs. Ah bah oui, on se fait
pour parler vulgairement, on se fait quand même dégager d'un peu partout. Et c'est bien dommage parce que on a des vrais atouts. On a un atout culturel, on a l'atout de la langue, et puis là, c'est un atout de positionnement géopolitique qui est quand même très intéressant, y compris donc à Mayotte, puisque Mayotte, bien c'est le canal du Mozambique. Le canal du Mozambique, c'est à peu près 30% du commerce pétrolifère international qui passe là-bas, donc c'est quand même pas rien. Et puis ce sont des ressources à exploiter au niveau local. Alors bon, c'est en train d'être acté tout ça, mais on prend, je pense, du retard et surtout on risque de se faire chipper entre guillemets le magot par les Chinois, exemple, les Américains, les Sud-Africains, etc. Ouais. Donc dire que cette région ne représente rien pour nous, c'est pas vrai. Économiquement, ça peut représenter quelque chose. Ensuite, militairement, ça peut représenter quelque chose. C'est-à-dire que... ça veut dire quoi précisément? En quoi militairement ça peut représenter? Alors il se trouve que Mayotte dispose d'un espace naturel assez unique au monde, puisque c'est un des lagons, si ce n'est le lagon le plus profond. Et on pourrait tout à fait y installer une base navale, une base sous-marine. Qui n'existe pas pour le moment. Qui n'existe pas et qui serait d'autant plus pertinente de l'installer à cet endroit-là que, pour les raisons que je viens d'évoquer sur le commerce international, maritime international, on pourrait être amené à défendre en tout cas les côtes, à défendre ces navires. Voilà. D'accord. Donc il y a donc économique, militaire, puis après on peut développer l'île en elle-même. Des choses ont été faites par la France, il faut quand même pas tout jeter. Les pouvoirs. Oui, c'est-à-dire que suite au référendum que vous avez évoqué en 86, il y a eu un ensemble de dispositions qui ont été prises pour justement développer l'île. Mais si on devait, de façon très rapide, reprendre un petit peu l'histoire, là où la situation s'est vraiment détériorée, c'est à partir de 2011, c'est-à-dire à partir du moment où elle a obtenu son statut de département-région. Il semble que là, en l'absence de tout contrôle de nos frontières, eh bien, on a laissé passer une immigration qui a engendré deux effets. Forcément, une surpopulation au niveau de l'île, puisque par rapport aux Comores, la densité de la population de population de Mayotte est 2 fois plus forte à Mayotte que dans les Comores. On est à peu près à 800 habitants au kilomètre carré. On a en gros une population. Alors qui est très difficile d'estimer parce qu'il y a quand même beaucoup d'immigration illégale, mais on est en gros entre de 250 000 300 000 habitants. C'est beaucoup. Et les infrastructures, et c'est certainement là que le bas blesse, elles n'ont pas suivi. On a un hôpital pour 300 000 habitants. Donc vous imaginez ce que ça a pu donner au moment du passage du cyclone. Ils ont été complètement débordés, ils n'ont pas le personnel médical adéquat, et donc j'imagine que assez aisément, parce que c'est bizarre, on a quand même des statistiques qui sont très 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 floues sur le nombre de victimes réelles de ce cyclone. Mais ils ont complètement été débordés. Sur l'éducation, c'est la même chose. Vous avez à peu près un tiers de la population qui a moins de 20 ans. C'est-à-dire que 100 000 Mahorais qui ont moins de 20 ans, qui sont dans les lycées, collèges, là aussi bien évidemment en sous-effectif. Et on assiste à un truc qui est assez étonnant, et c'est pour ça qu'on ne peut pas considérer que ça ne nous touche pas. C'est qu'on a une immigration illégale qui nous vient des Comores. Ça s'est estimé, je crois, à peu près à 30 000 ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Mais de l'autre côté, on a une sortie de la population de Mayotte qui va où ? En France métropolitaine, qui arrive à Marseille qui se répartit d'ailleurs, je crois, entre Marseille et Paris. Donc en fait, alors il y a un solde positif, et d'où l'augmentation de la population, mais aujourd'hui Mayotte, c'est un peu une sorte de vase communicant, quoi, entre les Comores et puis la France métropolitaine. Voilà. On va continuer de parler de Mayotte, des problèmes de Mayotte et des enjeux pour la France. Tout de suite après cette petite pause, on en parle avec Patrice Magnuron. À tout de suite et n'hésitez pas à réagir au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et beaucoup plus que moi, c'est Mayotte qui est un département dans tous ses états, département stratégique pour la France entre Afrique, Asie et Moyen-Orient. C'est une route essentielle du commerce mondial. Vous l'avez dit, Patrice Magnuron, dans le canal du Mozambique, dans l'océan Indien, transite 80% du pétrole qui est consommé dans le monde en provenance des pays du Golfe. 80%, ce n'est pas rien. Alors, effectivement, on parle de Comores, des Comores, on va parler de Mayotte, on va parler de ce projet de loi urgence pour Mayotte qui a été présenté
il y a quelques jours, le mercredi 8 janvier, en Conseil des ministres, donc pour essayer effectivement de pallier le drame de ce qui s'est passé. Donc il faut reconstruire. Mais justement, je voudrais vous faire réagir, Patrice Magneron. Sans fermeté migratoire, nous reconstruirons Mayotte sur du sable, ont alerté Bruno Retailleau, Manuel Valls et Sébastien Lecornu, les 3 ministres, dans une tribune publiée dans le Figaro. Nous reconstruirons Mayotte sur du sable. Et Gérald Darmanin ajoute, il faut revenir sur le droit du sol à Mayotte et en Guyane. Ce n'est pas possible de continuer à avoir plus de 60 à 70% de parents non français qui donnent naissance à Mayotte. Quand même, ce problème-là, il reste quand même, il est là, il est extrêmement fort, c'est une plaie, enfin, en principe, d'après ce qu'ils disent. D'ailleurs, Marine Le Pen, je rappelle, au second tour de la présidentielle de 2022 à Mayotte, Marine Le Pen avait récolté 59,1% des suffrages. C'est intéressant. Alors, comment résoudre cette situation, si on peut la résoudre? C'est effectivement le point noir numéro 1 de Mayotte, c'est effectivement cette immigration illégale qui vient complètement perturber les équilibres. Puisque, encore une fois, il n'y a pas d'infrastructure adaptée pour accueillir autant de personnes. Est-ce que la loi urgence va répondre effectivement aux problèmes posés par Mayotte? Bon, c'est avant tout une loi qui est là pour définir de nouvelles aides consécutives au passage du cyclone. Est-ce qu'il s'agira d'un rattrapage par rapport à ce qui aurait dû être versé les années d'avant? Non, ça me fait un peu penser ça à la loi de programmation militaire. Vous voyez, on vote des fonds, puis on n'en voit jamais la couleur. J'ai un petit peu peur de ça, d'autant plus que peut-être qu'on pourrait certainement résoudre cette situation si on lui donnait un autre statut que celui de département et région. C'est-à-dire pourquoi pas créer une 4e région maritime avec des pouvoirs qui seraient renforcés au niveau local. Parce que tout compte fait, le problème, il est bien là. Il est sur le contrôle et sur le pouvoir qu'on va attribuer au préfet local. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de préfet maritime, on va dire. Il n'existe pas. Enfin, non, donc ça manque. Ensuite, il va falloir développer les infrastructures portuaires et avoir des outils. Donc les outils, en l'occurrence, ce seraient des frégates pour pouvoir contrôler les frontières. Et puis aussi, même si on est d'accord que les Comores ont leur propre souveraineté, il va falloir quand même se mettre autour de la table avec les Comores et négocier tous ces flux, négocier cette situation. Bon, on sait bien qu'aujourd'hui, le président Azali des Comores, qui, je le rappelle, est quand même souverain, lui, il veut récupérer Mayotte et forcément, il est pas... lui, il veut récupérer Mayotte. Ah oui, son idée, c'est son Taïwan à lui. C'est son Taïwan à lui, voilà. Ouais. Oui, alors, sauf que... Oui, tout à fait. Mais comme il connaît lui-même des difficultés, enfin, la population comorienne connaît des difficultés sur les 3 îles comoriennes, ouais. Comment dire, ça explique aussi l'afflux massif d'immigration. C'est-à-dire que si ça se passait mieux chez lui, forcément il y aurait moins de monde chez nous. Voilà. Donc bon, tout sauf ça, que le statut être français, c'est quand même, il y a quelques avantages. Ouais, bien sûr. Que l'on puisse dire. Complètement, puisque alors en niveau de vie moyen, je crois, les Comores, on doit tourner autour de 260 €. C'est 7 fois moins quand même que la France métropolitaine. Les Comores, c'est autour de 160. Donc, le taux de pauvreté est encore plus fort. Vous voulez dire Mayotte, c'est 260 € et les Comores, ce serait 160. Ouais. C'est ça. Ouais, d'accord. Le taux de pauvreté est encore plus fort. Ouais. Bon. Et alors justement, est-ce que tout cela, parce que vous parliez justement de la nécessité pour la France, mais c'est très paradoxal en fait. On voit bien ce que vous souhaitez, vous êtes souverainiste et c'est tout à fait cohérent que vous parlez de cela, et vous n'êtes pas le seul. Mais comment il se fait qu'actuellement on voit ça, et on voit ça sur Mayotte parce que c'est un comprimé chauffé à blanc de ce qui se passe, et on voit ce qui se passe en Afrique, ailleurs, je ne parle même pas de l'Algérie, d'aujourd'hui des espèces de... Vous avez eu par exemple le président du Sénégal, enfin le vice-président du Sénégal a dit qu'ils vont débaptiser à Dakar et ailleurs des places au nom de Français, quoi. Ce qui aurait été impensable ne serait-ce qu'il y a encore 15-20 ans, c'est sûr. Mais c'est ça. C'est qu'il y a hallucinant. J'ai lu ça hier, qu'au Sénégal, on allait débaptiser un certain nombre de places avec des personnalités françaises. Alors,
comment arriver à vivre ce paradoxe, quoi. Mais notre autorité s'est affaiblie. Elle s'est affaiblie au fil du temps. Alors pour moi, le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy a été le premier point d'affaiblissement, on va dire, de notre autorité. Alors là, en l'occurrence, c'était en Afrique. Rappelez ce que c'était quand même pour nous. Dans ce discours, il avait eu une position quand même un peu humiliante pour les chefs d'État africains, en expliquant que l'homme africain n'était pas assez rentré dans l'histoire. Bon, voilà. Donc il y a des terminologies qui, à mon avis, ne se disent pas quand on veut entretenir une relation diplomatique sur le long terme. Et malheureusement, François Hollande pas trop, mais Emmanuel Macron a emboîté le pas. On a accumulé quand même les bourdes diplomatiques. Et aujourd'hui, la vision que ces pays-là ont de nous, c'est d'un pays affaibli, j'allais dire corrompu, qui a perdu le sens des valeurs, et ça, ils ne le reconnaissent pas. Ils ont besoin, ce sont quand même des cultures qui ont besoin d'avoir en face d'eux du répondant. Or, on ne leur donne pas ce répondant. Donc, je dis, puisque vous êtes trop mou, on va les voir ailleurs. C'est très exactement ce qui se passe. C'est ça. C'est-à-dire, il y a une espèce de je dirais, d'Indien Givaro, de rabotisation chez nous, c'est d'ailleurs étonnant parce que ça se passe assez. Moi, ce qui me frappe, c'est la vitesse avec laquelle ça se passe. Quand même. Alors, ça fait quelques années, d'accord, mais on ne voyait pas. Ça s'est accéléré. Arriver à ce stade, quoi. Ça s'est accéléré avec la présidence de Macron, c'est étonnant. Ça a été très très vite. Alors après, il y a des phénomènes exogènes comme le wokisme, toutes ces choses-là qui ont contribué en plus à nous rendre coupables. On a culpabilisé. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on culpabilise en permanence. On nous demande de culpabiliser en permanence. Donc c'est de la repentance. C'est on va dire, vous prenez le cas de l'Algérie. L'Algérie, c'est pareil, tout compte fait. S'ils avaient un homme fort en face, certainement qu'ils agiraient différemment. Mais là, dès qu'ils demandent, on accède à tout, y compris les choses les plus invraisemblables. Donc, on le voit aujourd'hui, enfin, ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que, et plus on obtempère, et plus on cède, et plus ça va croissant, quoi. Exactement. Et pour revenir, alors justement, à cette position de la France, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la position de Mayotte stratégique et la Guyane et autres, est-ce qu'on a encore, franchement, Patrice Magneron, est-ce qu'on a encore les moyens de contrecarrer, parce qu'on voit les appétits de la Chine, de l'Australie, de la Russie et autres. Évidemment, la nature ayant horreur du vide, s'il s'agit d'occuper le terrain, ils vont occuper le terrain. Ils le feront à notre place, ça c'est sûr. Alors moi, je pense qu'il faut certainement pas se retrancher derrière notre niveau d'endettement par rapport au PIB. Ce serait une idiotie. On est entêté, d'accord, mais un État comme la France ne fait pas faillite. On est présent partout dans le monde. Sur toutes les mers du globe, on est présent en Arctique, en Antarctique, on est vraiment présent partout. On a cette spécificité-là. Encore aujourd'hui. Et on a cette spécificité-là en Europe, notamment. Donc on a vraiment un jeu à faire valoir. Donc ça, nous expliquer que sous prétexte qu'on serait trop endetté, on n'arriverait pas à créer les infrastructures, à investir suffisamment dans notre espace maritime, j'y crois pas du tout. Ma position d'ailleurs, c'est que le vrai danger, c'est pas tant le ratio de dette publique sur le PIB, qui donc tourne autour de 120% en France, mais plutôt des dettes privées. On a quand même une spécificité française, on a quand même un ratio de 260%. Je sais pas si vous vous rendez compte. Sur la dette privée. Dette privée par rapport au PIB. Donc si demain ça doit... Qu'est-ce que vous appelez, la dette privée? Chez les ménages, les entreprises. Donc les entreprises, c'est quand même problématique, et on l'a vu l'année dernière. Je crois qu'il y a eu à peu près un petit peu moins de 70 000 défaillances d'entreprises. Donc beaucoup sont liés à la phase Covid, où ces entreprises ont souscrit à des plans garantis par l'État et malheureusement n'ont pas été en mesure de les rembourser. Donc elles se sont retrouvées défaillantes. Mais ce sont les ménages aussi qui sont pour beaucoup en situation de surendettement. Et puis ce sont de collectivités locales. Donc là, il y a un vrai sujet, quand même. L'État, l'État a un endettement, mais alors, c'était encore d'autant moins problématique quand on était capable de battre monnaie nous-mêmes. Ce qui n'est plus le cas, voilà. Et quand nous étions propriétaires de notre dette. Or aujourd'hui,
Bon, sauf erreur, je crois que c'est 60%, c'est ça que de la dette appartient notre dette appartient à hauteur de 60% à l'étranger. Absolument. Donc là, il y a un vrai sujet. Oui, vous prenez le cas du Japon. Le Japon a un pourcentage de dette par rapport au PIB qui est très important, beaucoup plus important que l'autre, mais la dette appartient aux Japonais. Donc ils sont quand même plus autonomes. On va continuer à parler de la dette française, de la liberté, de l'autonomie et de Mayotte. Après ceci. André Berkoff. Et nous sommes toujours avec Patrice Magneron, président d'Initiative pour la défense de la souveraineté française, et nous accueillons Ibrahim Bakar, qui a été vice-président du Conseil général de Mayotte et qui est président de l'association des anciens élus de Mayotte. Alors justement, Ibrahim Bakar, on parlait un peu de ce territoire, de ce qui se passe, qui est non seulement évidemment les cyclones, non seulement la violence, l'insécurité, mais on parlait aussi de l'immigration, de tout ce qui s'est passé depuis déjà quelques décennies. Et à votre avis, alors on discute, et je disais à Patrice Magneron que certains disent aujourd'hui en France, certains, minorités, mais qui disent oui, mais enfin Mayotte, pourquoi, écoutez, après tout, pourquoi on continue à s'en occuper, on est là, il y a que des problèmes, les Comores, on n'arrive pas à régler ce problème des Comores et de l'immigration, donc faut-il se séparer de Mayotte ou pas? Certains disent, je parle encore une fois minoritaire, et vous, par rapport à ce qui s'est passé, aujourd'hui on est en 2025, début 2025, Ibrahim Bakar, qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ce qui se passe? D'abord... Approchez-vous du micro, excusez-moi. Non, touchez pas, c'est juste rapprocher le micro à la main, voilà, c'est très bien. D'abord, merci André, si tu me le permets, donc de se tutoyer. Et merci Patrick de m'avoir permis de m'exprimer au nom de Mayotte. C'est pas tous les jours que Mayotte se trouve à Paris dans sa grandeur, dans c'est un petit paradis de l'océan Indien. Paradis, c'est vite dit. Paradis, elle le restera toujours. Ah bah écoutez, tant mieux, on l'espère. Parce que Mayotte est belle, et là, je pense que c'est du mal pour faire du bien. Nous avons les cyclones, mais auparavant, nous avions l'immigration de l'Afrique. On va pas... Oui, il n'y a pas que les Comores. De l'Afrique entière, dans tous ces États. Ouais. Sur un petit caillou de 374 km², vous comprendrez qu'aucun département français n'accepterait de recevoir dans son territoire autant de personnes et qui viennent et qui ne s'arrêtent pas. Parce que là, on parle, mais c'est des vagues et des vagues de personnes qui nous arrivent, alors que même la population de Mayotte a à peine quelque chose à manger. Ouais. Donc, voilà, mon appel aujourd'hui, c'est d'abord de remercier toute la nation française qui nous a... On l'a senti un peu dans le cœur, qu'on est soutenu, on n'est pas seul dans cette grande baie fermée de Mayotte. La première chose, c'est que on a une île où Mayotte, nos aïeux et ceux qui nous ont procédés, nous disaient nous voulons rester français pour être libres. Et la notion d'argent telle qu'on l'a aujourd'hui n'existait pas. Et donc c'était au fond de cœur. C'était vraiment rester français pour être libre. Pour être libre. Mais on n'est plus libre. On n'est plus libre sur cette île. Donc moi, je suis ici pour le faire savoir. Alors pourquoi, très précisément, c'est l'immigration, c'est autre chose? Pourquoi on n'est plus libre sur cette île? Parce que la France a fait de Mayotte une zone quand même plus prospère et où la vie est supérieure, 10 fois supérieure à ce que se passe dans la zone. Donc, par rapport aux Comores, par exemple. Par rapport aux Comores, par rapport à toute cette zone, par rapport aux Comores, donc tous les enfants, d'abord on a, si je prends l'exemple de l'hôpital et de l'école, ouais. Tous les enfants de la zone sont à Mayotte. Vous comprendrez que... Tous les enfants de la zone, pratiquement. De la zone, mais principalement des Comores. Ouais, de Juan, de Mouéli, tout le monde est à Mayotte.
Tout le monde est à Mayotte. Donc, on ne peut pas soigner tout le monde. Alors, justement, Ibrahim Bakar, on sait, et vous faites bien de le rappeler, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous, concrètement, aujourd'hui, on est en 2025, on en parlait avec Patrice Magneron. Concrètement, qu'est-ce que vous entendez de votre pays, la France? Vous êtes fait partie de la France. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, à votre avis? La première chose, c'est que demander au gouvernement qui se succède et des présidents de nous respecter. Et le respect de Mayotte en tant qu'entité française. Et donc, on a droit à un certain nombre de choses. Et on a des devoirs aussi que nous voilà, il y a les droits et les devoirs. Absolument. Nous avons assumé, si je peux me le permettre de le dire, et à l'heure où je vous parle, Mayotte a assumé toute sa part de responsabilité. Et il demande qu'à être plus intégré pour qu'il n'y ait plus cette discussion de Mayotte gérée à part. D'accord, pardon. Moi, la question que je vous pose, vous venez de dire avec les Comores, avec ces vagues d'arrivées permanentes, etc. Comment on arrête? Comment on fait pour arrêter? Des solutions sont nombreuses, mais on n'est pas écouté. On a plusieurs solutions. Mais dites-nous concrètement, parce que tout le monde en parle, mais on ne voit pas ce qui se fait. Mais d'abord, imposer que ces pays-là gardent leurs problèmes. Leurs ressortissants chez eux. Mais on a l'impression que les ventes sont ouvertes, et les gens rentrent comme ils sortent, et c'est la France qui paye. Oui, et la France paye très cher. On envoie quelqu'un le matin, et à midi, il est déjà à Mayotte. Et parce qu'on n'a aucune barrière. Darmanin nous avait parlé d'une barrière métallique. Oui. On attend toujours. Ouais. On attend toujours. Aujourd'hui, il n'y a aucune barrière. On nous disait, et quelques bateaux qui empêchaient une partie d'arriver à Mas, le cyclone Chido a tout cassé. Ouais. Et là, à l'heure où on me parle, rien n'empêche les Kwassa, comme on dit chez nous, de débarquer à Mayotte. Les Kwassa, les ressortissants des Comores, qu'on appelle, oui. Rien, pas un bateau. Vous voulez dire, c'est open bar, c'est maison ouverte, pas de problème. Pas de bateau, pas d'avion, pas de... tout est cassé par le cyclone. Les peu qu'on a mis à disposition à Mayotte pour réguler une partie des problèmes et disparaître. On me dit là, actuellement, tous les jours, il y a une vingtaine, une trentaine, les gens rentrent comme ils veulent. Alors, les solutions ne sont pas certainement dans les mains des Maoris, parce que les Maoris, dans un temps, c'est pas ce qu'on souhaite, mais parce qu'on est des gens civilisés, on est un monde de marché, on ne va pas sortir les gens par les manchettes comme on nous attaque actuellement. Vous n'allez pas sortir les machettes pour les faire partir, quoi. Mais on a eu des périodes où ce qu'on appelle les femmes de Mayotte ont ce qu'on appelle les châtueuses. Les châtueuses. Les châtueuses de Mayotte. Les châtueuses. Les châtueuses, c'était la bataille des femmes. Mayotte, c'est une île de femmes. C'est la femme qui dirige les choses, qui dirige, même s'il n'est pas au pouvoir. Voilà, mais on chatouillait, et les anciens responsables politiques, quand ils venaient à Mayotte, nous emmerdaient, on les chatouillait parce que la loi nous demandait de ne pas laisser de traces de violence dans les corps des gens. Écoutez, juste un mot avant la pause, et puis je redonne la parole à Patrice Magneron. On les chatouillait comment? Mais c'est ce qu'on appelle les glis-glis. On les prenait en sandwich par 5-6 femmes. Écoutez, on rigolait, ils commençaient à rigoler tout doucement, mais à la fin, on peut être étouffé. Eh bien, mesdames, pour vous défendre, chatouiller. Vous voyez, voilà, le Mayotte a inventé un système d'autodéfense qui est intéressant. On va tout de suite continuer à parler de Mayotte, général, avec Ibrahim Bakar et Patrice Magneron. À tout de suite. Et n'oubliez pas de réagir en appelant le 0826 300 300. À tout de suite après la pub. Et avant de reprendre, André, vous avez un appel de Chantal de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour André, bonjour à votre invité, bonne et heureuse année à toutes les bonne année à vous. Merci. La santé surtout. Absolument. Et une grosse pensée pour nos compatriotes maoris.
Mahorais. Alors écoutez, je pense que c'est quand même dramatique quand on a un président de la République qui dit que la Guyane est une île, que notre Premier ministre dit qu'il ne peut pas quitter le territoire national en parlant de Mayotte. Bon, enfin, moi je pense que on a laissé toutes ces populations en très grande souffrance, alors qu'on dépense de l'argent à gogo, notre argent quand même. Comment vous trouvez qu'il ne faut pas aider la Chine? 145 millions, la Chine, un pays en sous-développement. Les premiers dans l'économie mondiale. Donc, je crois qu'il est temps. Il faut quand même savoir que on parle beaucoup de Mayotte aujourd'hui, mais bon, avant ça, ils n'ont pas d'eau potable, comme la Réunion d'ailleurs. Hein. On parle jamais de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, ça se passe pas mal. Hein. Oui, Saint-Martin, un peu moins, je peux vous le dire. J'ai des contacts là-bas. Mais oui, mais Chantal, vous dites, il faut faire quoi? Enfin, je veux dire, déjà, dans toutes ces îles, Christian, comment il s'appelle, Estrosi, que je porte pas forcément dans mon cœur, mais sous le gouvernement de Sarkozy, avait déjà dit à l'époque qu'il fallait enlever le droit du sol à Mayotte. Donc ça fait quand même presque 20 ans. Oui, c'est intéressant. On est très rapide. Hein. On est rapide. À un moment donné, je pense qu'il faut protéger ces populations qui ont choisi d'être français, ce qui n'est pas le cas de tous. Eux, ils l'ont choisi en 76. Et maintenant, il y a quelques Français, heureusement minoritaires, qui disent « Bon, qu'est-ce qu'on s'emmerde avec Mayotte ?» Les Comores, on leur donne 150 millions d'euros, je crois, ou 150 000 euros, je ne sais même plus, pour qu'ils gardent leurs ressortissants. Combien on donne aux Comores? 150 millions. 150 millions. On donne aux Comores 150 millions pour qu'ils viennent voyager à Mayotte, c'est ça? Pour ne pas qu'ils gardent leurs ressortissants. Les 150 millions, il ferait mieux de les mettre à Mayotte, de mettre des barrières avec des navettes qui les renvoient chez eux, point bas, et qu'on enlève le droit du sol. Et vous verrez que déjà, ça va vite diminuer l'immigration. Et là, on ne fait rien. On ne fait rien. On les a abandonnés. Voilà, là, tout le monde en parle. Vous trouvez ça normal, un hôpital pour 300 000 habitants? Mais qu'est-ce que c'est? Mais on est pire que l'Afrique, justement. Et après, on va donner des leçons au monde. Alors moi, qui viens d'une île aussi, la Corse, je rappelle, la Corse. Voilà, où il n'y a même pas un CHU, pareil, où dans les années 60, on nous a laissé un peu pareil, il a fallu qu'on en arrive à de l'extrémité. Enfin bref, arrêtons. Donc on est Français quand ça les arrange. Merci Chantal, merci de votre réaction. Patrice Magnon, au fond, vous voyez déjà, on a entendu Ibrahim Bakar, et là on entend une réaction d'auditrice qui dit bon, mais ça va comme ça. Oui, je peux comprendre l'exaspération de tous nos compatriotes, que ce soit en France métropolitaine ou dans les îles, enfin en outre-mer. C'est normal, mais ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le fait qu'on a des autorités qui aujourd'hui n'ont pas de vision stratégique à long terme. Elles raisonnent plutôt à 5 ans, c'est-à-dire sur la base d'un mandat électoral. C'est ça. Donc ça, c'est ils pensent à leur réélection. Oui. Bah, c'est leur métier, donc ils font attention. Voilà, mais je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on puisse diriger un pays. Et puis, d'une façon générale, il y a un affaiblissement de nos valeurs morales. Qu'on le veuille ou non, la politique française à l'étranger est aujourd'hui très 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 mal perçue par les autres chefs d'État, par les autres pays, et ils sentent bien, en tout cas pour certains, ils sentent bien que ils peuvent se payer sur la bête, et c'est ce qu'ils font. Donc, et c'est ce qu'il faut absolument. Alors Ibrahim Bakar, pour vous, parce que nous arrivons hélas en fin d'émission, qu'est-ce que, je dirais, vous m'avez dit que faut-il faire, on en a un peu parlé, mais quel est le sentiment des Mahorais aujourd'hui? Comment ils se sentent les Mahorais aujourd'hui? Les Mahorais globalement se sentent abandonnés. Globalement se sentent abandonnés parce que l'école ne marche pas. C'est la première des choses. Parce que moi, je me souviens, quand je suis arrivé au Conseil général en 88, on parlait de 3 choses. On parlait de l'éducation des enfants, et on l'a plus. Mansour l'avait dit une fois, ça devient des gardes d'enfants. Les gardes d'enfants, nos écoles à Mayotte, et ne peuvent plus supporter cette masse. Ouais, c'est ça, c'est toujours pareil. Alors que l'excellence aujourd'hui, tout parent cherche à éduquer son enfant. Nous, on ne nous donne pas cette chance-là, ni aux enfants, ni aux parents.
on n'a pas la possibilité de se soigner correctement. Et c'est la deuxième chose qu'on a parlé depuis 88. Notre hôpital est devenu une passoire où on te donne deux comprimés d'Afalgan et il faut aller et prier à la maison. Donc, ça, c'est pour vous donner que cette partie-là. Donc, on met rien, depuis le départ de Chirac, qui nous avait fait je tiens à le rendre hommage, qui nous a fait une belle convention en 86, où il a voulu sortir Mayotte de l'état de pays complètement sous-développé à un état vers un état moderne. Donc on a commencé à voir les vraies écoles avec cette convention-là, on a eu l'hôpital avec cette convention-là, on a eu l'eau avec cette convention-là, on a eu les lumières sur ces conditions-là, mais au début, quand il y a eu Hollande, je le dis, il n'y plus rien. Plus rien. Tout s'est arrêté, vous voulez dire. Tout est arrêté brutalement, et on n'a eu que des promesses, et aujourd'hui on s'interroge sur si la parole du président de la République et si la parole d'un Premier ministre vaut quelque chose là-bas. Donc, mais bon, nous on est des gens, encore je le dis tout à l'heure, que nous sommes des gens de conviction. C'est pas parce qu'on ne nous sert pas le plat de riz ou le manioc et la banane que notre plan principal, qu'on va tourner le dos à la France. On est encore plus déterminé que jamais. Donc on verra ceux qui ne veulent pas faire leur job pour qu'on soit bien. Et écoute, ça se verra, le temps jugera. Mais en tout cas, ce ne sera pas Mayotte qui jouera la dernière. Oui. En tout cas, nous verrons, et surtout, effectivement, et Patrice Magneron, vous l'avez dit, c'est-à-dire où, effectivement, Mayotte fait partie de la France et on s'en occupe comme il faudrait s'en occuper, où elle ne fait pas partie, et il faut savoir ce qu'on veut faire, quoi. On revient à ça, toujours. Alors pour moi, il n'y a pas de choix. Enfin, Mayotte fait partie de la France et donc de cet espace maritime qu'il nous faut tout simplement mieux gérer. C'est peut-être l'occasion, alors c'est triste de dire ça, parce que bien évidemment, il y a eu beaucoup de malheurs humains suite au passage du cyclone, mais c'est peut-être l'occasion de se servir de cette situation-là à Mayotte pour bâtir quelque chose de vraiment engageant, intéressant. Qui bien sorte du mal, quoi. Voilà, exactement. Sur les 30, 40, 50 années qui viennent, il y a la possibilité. En 2023, il y a eu 3 crises quand même successives. À Mayotte, il y a eu la crise de l'eau, il y a eu une résurgence de la délinquance et de l'insécurité. Oui. Qui aujourd'hui est exacerbé parce que voilà, il y a plus les habitations, tout est parti en l'air, mais et puis la troisième c'était donc l'Ose et Wambushu, donc ce qu'avait voulu l'opération Wambushu. Oui, Wambushu. Qui pour rapatrier ça, effectivement un certain nombre de. Alors c'est bien, mais c'est, je pense, du cosmétique. Il faut construire des routes, il faut construire des hôpitaux, il faut construire l'éducation là-bas, donc c'est des lycées supplémentaires. Tout ça demande des financements. Ils vont vous dire oui, mais on n'a plus d'argent. C'est ce qu'ils vous disent maintenant. Nos princes qui nous gouvernent. Où on va trouver l'argent? Encore une fois, un pays ne fait pas faillite et la dette publique telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas rédhibitoire pour justement engager des investissements. On ne parle pas de dépenses de fonctionnement, on parle de dépenses d'investissement et d'une vision à 50 ans. Et on a besoin de ça. Eh ben voilà, vision à 50 ans, non dépenses de fonctionnement, ça demande des politiques. Et n'oublie jamais ce que disait Winston Churchill, la différence entre un politicien et un homme d'État, c'est que l'homme d'État pense aux futures générations et le politicien ne pense qu'à sa réélection. That is the question. Très bien.